Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public en direct de l'école alsacienne, enfin en quasi direct de l'école alsacienne, puisqu'il est diffusé quelques heures après son enregistrement, le temps de procéder au mixage, en direct de l'école alsacienne, que nous remercions une nouvelle fois de nous accueillir, et avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre « Qui peut arrêter Trump ?» et qui est ainsi chapeauté. Battu et condamné à l'oubli il y a 3 ans, l'ancien président fait un retour tonitruant malgré ses nombreuses casseroles judiciaires. Peut-il ravir à nouveau la Maison-Blanche ? Dimanche prochain, 18 mars, nous donnerons un écho particulier aux questions qui se posent à propos de l'intelligence artificielle, de ses capacités et de ses limites. Nous le ferons avec Raphaël Dohan, qui publie une uchronie titrée « Et si Rome n'avait pas chuté ?» Et pour réaliser ce livre et les illustrations de ce livre, Raphaël Dohan a dirigé plusieurs intelligences artificielles afin qu'elles écrivent et illustrent une uchronie sur un empire romain bénéficiant d'une révolution industrielle avant l'heure, avec la découverte d'une machine à vapeur au 1er siècle, découverte dont je m'empresse de dire qu'elle est réelle, puisque en réalité c'est simplement parce que le carburant producteur de vapeur était le bois et que donc il en fallait de telles quantités que la machine n'a pas réellement eu d'avenir, et c'est aussi parce que l'étanchéité de la machine n'avait pas été assurée, n'était pas assurée, mais il a existé une machine à vapeur au 1er siècle, découverte par les Romains. Nous mettrons en ligne mercredi les échanges avec le public réunis ici même à l'école alsacienne et qui suivront l'enregistrement de notre conversation. Vos contributions à notre podcast sont reçues avec reconnaissance, elles sont indispensables, elles sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% et elles sont particulièrement appréciées quand elles prennent la forme d'une contribution mensuelle. Pourquoi ? Parce que d'une part, cette contribution est régulière et parce que d'autre part, cela nous donne une visibilité sur nos finances. Je reviendrai sur cette question dans un mois, le temps de faire le tour complet de notre situation financière. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 7 avril. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Ce compendium est assuré par Benoît Carré, ici présent, que vous pouvez voir au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis dans une adaptation de La Terre d'Émile Zola jusqu'au 22 mars. Ne la manquez point. Arrivons maintenant à nos deux sujets et commençons par la question des pays européens, de l'Ukraine et des propositions d'Emmanuel Macron. À l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine réunissant une vingtaine d'homologues à l'Élysée le 26 février, Emmanuel Macron a créé la surprise. Interrogé sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien, le président français n'a pas écarté cette option. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, a affirmé le chef de l'État, disant assumer une ambiguïté stratégique. Plusieurs pays occidentaux alliés de l'Ukraine ont aussitôt pris leur distance. Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré que l'OTAN ne déploierait pas de combattants au sol en Ukraine, alors qu'un responsable de la Maison-Blanche assurait que les États-Unis ne prévoyaient pas non plus d'en envoyer. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, l'Italie et l'Espagne ont opposé une fin de non-recevoir à la suggestion française. Plus ambigu, le Royaume-Uni a affirmé ne pas prévoir de déploiement à grande échelle de troupes en Ukraine, en plus du petit nombre de personnes déjà sur place. Plutôt que d'envoyer des troupes combattre aux côtés des soldats ukrainiens, l'Élysée présente l'idée d'une prise en charge sur le terrain d'activités comme le déminage, la formation ou la surveillance des frontières.
Sur la scène européenne, les rares voix à soutenir la démarche sont venues des pays baltes, en première ligne face à la Russie. Avant le pays baltes, au nombre desquels on ne compte pas la Moldavie, contrairement à ce que croit Luc Ferry. Ça, c'est pour Luc Ferry. Je dis contrairement à ce que croit Oui. Luc Ferry. Ah oui. Avant le déclenchement de cette polémique, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris avaient pourtant affiché leur unité en approuvant 5 actions concernant la défense cyber, la coproduction d'armements en Ukraine, comme va le faire l'allemand Rheinmetall sur les obus, la défense des pays tiers menacés, en particulier la Moldavie, le déminage et l'aide à l'Ukraine pour le contrôle de sa frontière avec la Biélorussie, avec des forces non militaires. Emmanuel Macron a reconnu que l'engagement de l'Union européenne à fournir 1 million d'obus avait été imprudent, les Européens n'ayant pu fournir que 30% du total, faute de stock et de capacités industrielles. 2 ans après le début de l'offensive russe en Ukraine et la sérieuse dégradation des relations entre Moscou et le vieux continent, de nombreux pays européens ont décidé d'augmenter drastiquement leur budget accordé à la défense. Les pays voisins de la Russie consacrent beaucoup plus de moyens à leurs armées proportionnellement à leurs ressources. Ainsi, en 2022, les dépenses militaires de l'Europe ont atteint 314 milliards d'euros, une progression record depuis plus de 3 décennies, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, soit une hausse de 30% par rapport à 2012, chiffre qui devrait encore grimper en 2023 et 2024 au vu des annonces de chefs d'État européens allant dans ce sens. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais remettre cette déclaration d'Emmanuel Macron en série par rapport à ces derniers mois, une série de controverses européennes sur l'aide à l'Ukraine. On se souvient peut-être qu'en décembre, notamment au moment du sommet européen du 15 décembre, la question était le risque de blocage d'une nouvelle aide européenne de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, menace de blocage par la Hongrie. Et finalement, Viktor Orban, après avoir beaucoup fanfaronné, a cédé. D'ailleurs, on ne sait pas exactement pourquoi, mais l'aide européenne a pu être débloquée. Ensuite, il y a eu un certain mécontentement du côté de l'Allemagne sur l'ampleur de l'aide, en particulier française, à l'Ukraine. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé que l'Union européenne fasse un rapport sur la contribution des différents États membres à l'aide européenne. Et en février dernier, un institut d'économie allemand, le Kiel Institute for World Economy, a publié un classement des aides apportées par les États membres à l'Ukraine, ce qui s'appelle le Ukraine Support Tracker. C'est quelque chose qui est disponible en ligne. Et je suis allé voir en fait ce qu'il y avait dans ce document parce que Emmanuel Macron a déclaré, quand il a reçu les leaders des différents partis français à l'Élysée, l'aide de la France à l'Ukraine est sans limite, n'a aucune limite. Mais visiblement, il y a une limite budgétaire quand même, parce que quand on regarde l'aide qui est apportée en volume, évidemment, les États-Unis sont... Enfin, d'abord, l'Union européenne, en tant que telle, est le premier contributeur devant les États-Unis. Mais après, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, etc. Et il faut aller tout en bas de la liste. Après la Belgique, on trouve la France. Donc, il y a quelque chose d'un peu surprenant dans ces chiffres. Et si on regarde en pourcentage du PIB, donc qui montre vraiment l'effort national qui est fait, c'est la Norvège, la Lituanie, les Pays-Bas, la Slovénie, la Pologne, la Finlande et l'Allemagne qui arrivent largement en tête. Alors donc pourquoi la France est-elle si mal placée ? Il y a une espèce d'anomalie, surtout si on le compare, disons, à la force des déclarations du président de la République. Alors j'ai pu poser la question à un responsable officiel qui m'a dit, premièrement, on ne compte pas comme les autres, et deuxièmement, la France ne dit pas tout ce qu'elle fait. Alors, on ne compte pas pareil. J'ai regardé aussi. En particulier, on m'a répondu, oui, mais l'Allemagne compte l'aide humanitaire aux réfugiés dans l'aide globale apportée à l'Ukraine, en plus de l'aide financière et militaire. Il y a 3 volets qui sont pris en compte dans cet institut de Kiel. Alors évidemment, l'Allemagne dépense 21 milliards d'euros, enfin en 2 ans, entre janvier 22 et janvier 24, elle a dépensé 21 milliards d'euros d'aide humanitaire. Ça semble légitime de le compter quand même. Et la France a dépensé 6 milliards, la Pologne 20 milliards. Bon, il compte aussi
les Ukrainiens qui sont chez eux dans leur pays et les sommes qu'ils dépensent. Nous, en fait, le nombre d'Ukrainiens réfugiés en France est absolument dérisoire. Donc, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais ça n'explique pas l'ampleur de l'écart. Après, il y a la question de l'aide militaire. Et donc, l'Allemagne, 17 milliards, Grande-Bretagne, 9, Danemark, 8, Pays-Bas, 4, Suède, 2 milliards. Et la France annonce 1,7 milliard. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi on serait aussi bas. Et apparemment, donc, une des réponses, c'est que la France ne rend pas public l'ensemble de ses aides. Et c'est un des rares pays qui n'est pas transparent en fait sur son aide. Donc il y a eu un rapport, peut-être que le président de la Commission des Affaires étrangères pourra nous éclairer là-dessus. Il y a eu une présentation qui a été faite à l'Assemblée nationale, mais où les données ne sont pas complètes non plus. Par exemple, la France a annoncé qu'elle donnait des chars AMX-10 à l'Ukraine, mais on ne sait pas combien. Et donc évidemment, c'est difficile de calculer. C'est des chars qui sont tout à fait importants pour l'action militaire. Et l'Assemblée nationale, apparemment, on n'a pas l'information, ou en tout cas, elle n'est pas publique. Et du coup, l'Institut allemand de Kiel ne peut pas faire le décompte. D'autre part, il y a des querelles de méthode sur le fait que on ne sait pas si on valorise le matériel au prix neuf ou au prix d'occasion, puisque c'est du matériel un peu ancien qui est envoyé. Bref. Dans l'ensemble, le classement général ne semble pas remis en cause par le fait, même si on était complètement transparent sur l'aide militaire qu'on apporte, on serait quand même assez bas dans le classement. Alors il y a peut-être une question qui est la crainte des militaires de dépouiller l'armée française de certaines capacités qui sont importantes. Toute la question que se posent les experts militaires quand ils regardent les aides qui sont apportées par les uns et les autres, c'est à partir de quel seuil est-ce qu'on considère qu'on se découvre trop en termes de matériel si on donne des munitions, des chars, etc. Donc j'imagine que si on ne dit pas combien de chars AMX on donne, c'est parce qu'on ne veut pas dire combien on en a en stock et par conséquent on ne veut pas que des puissances étrangères, en particulier la Russie, puissent décompter le nombre exact qui nous reste. Et pareil pour les munitions. Est-ce qu'on considère qu'on s'est trop dégarni une fois qu'on a donné 70% de notre stock ou 50% de notre stock ou 30% de notre stock? Là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. La Slovaquie, par exemple, a donné l'ensemble de ses MiG-29 de son aviation. Et donc, elle a fait un choix radical, c'est qu'elle a plus ses avions de chasse. Pour nous, c'est impossible, puisqu'il faut garder en tête le fait que dans ce débat aussi, une des dimensions importantes, c'est que la France est le seul pays européen capable de projeter ses troupes sur un théâtre extérieur. Les Britanniques sont capables de le faire, mais sinon, c'est les autres. Sinon, il n'y a que nous qui sommes capables. Et donc, il y a quelque chose dans ce débat qui fait qu'il faut comprendre pourquoi le discours d'Emmanuel Macron, je pense, est mal reçu par les Européens. Ce n'est pas simplement sur la question, je pense où il a raison, sur l'ambiguïté stratégique, c'est de la dissuasion, ça c'est de la base. Mais c'est le fait que grandiseux, petit faiseux, si on fait des grandes déclarations comme ça, il faut être capable de suivre. Je me permets en note de bas de page de renvoyer à l'émission thématique qu'on a faite avec Louis Gauthier le 19 mars 2023, c'était il y a un an, et je pense qu'elle mérite d'être réécoutée, tout à fait. Nicole Nesotto. Oui, moi, je pense qu'un des mérites paradoxaux de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir uni les Européens. Tout le monde est uni contre nous, contre Emmanuel Macron, parce que personne ne veut, n'a même songé à envoyer des troupes en Ukraine. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je veux un peu commenter cette déclaration du président. Je crois, contrairement à ce que dit Marc-Olivier, qu'il ne comprend pas la dissuasion. Parce que la dissuasion, c'est deux choses en même temps. C'est même trois choses. Il y a le côté technologique, mais je laisse tomber. C'est deux choses en même temps. D'une part, vous devez inquiéter l'adversaire, mais d'autre part, vous devez rassurer votre opinion et vos alliés. C'est-à-dire la crédibilité de la dissuasion, c'est vraiment de tenir les deux bouts en même temps. Or là, il ne s'est adressé qu'à l'adversaire, qu'à la Russie. Et il a eu effectivement raison de dire « attention, nous, on ira jusqu'au bout ». Mais ce faisant, comme il a suscité un émoi et un refus totalement consensuel de la part des alliés et de son opinion publique française, du coup, la crédibilité vis-à-vis de l'adversaire tombe complètement et il a raté
sa dissuasion. On ne peut pas avoir de crédibilité si on ne sait pas mélanger l'insécurité pour l'adversaire et l'acceptabilité pour les alliés. Et ça, il ne sait pas le faire, ça, il faut le reconnaître. Deuxième point, maintenant, s'il y a quand même un mérite de cette déclaration que je considère donc comme très maladroite, et en plus sur le fond, moi je suis sûr que ça mérite plus de débat que ça n'en a l'air, mais il y a quand même un mérite dans cette déclaration, c'est peut-être enfin d'ouvrir un débat sur quelle est notre stratégie, nous, Européens, et nous, Occidentaux. Je crois qu'on est assez clair sur notre stratégie vis-à-vis de l'Ukraine, mais on n'est pas du tout clair sur notre stratégie vis-à-vis de la Russie. Sur la stratégie à l'égard de l'Ukraine, c'est assez simple, tout le monde est d'accord pour dire il faut qu'on aide l'Ukraine au maximum pour que l'Ukraine ne perde pas. Personne ne sait définir ce que veut dire ne perd pas, mais ça veut dire au moins récupérer le Donbass, et on verra pour la Crimée. Ça, on est à peu près d'accord. En revanche, sur la Russie, il n'y a aucun débat sur notre stratégie vis-à-vis de la Russie, alors qu'en fait, dans ce non-débat, on peut quand même reconnaître deux tendances. Il y a une tendance extrémiste, radicale, qui est de dire il faut aider l'Ukraine pour arriver à une défaite totale de la Russie, c'est la voie qu'aujourd'hui prend Emmanuel Macron, la défaite de la Russie, la défaite intégrale militaire, bien au-delà de l'Ukraine, de façon à ce que la Russie ne puisse jamais recommencer à menacer l'Europe, parce que toute l'idée, c'est de dire, si on négocie maintenant, ils vont se refaire, et dans 5 ans, ils recommencent, et donc la défaite intégrale de la Russie, ce qui suppose effectivement qu'un jour, on soit obligé d'aller en guerre contre la Russie, en mettant notamment des troupes au sol. Ça, c'est la version radicale que personne n'explicite aujourd'hui en Europe, sauf apparemment le président de la République a donné l'impression qu'il était sur cette ligne. Le deuxième volet, le deuxième clan dans ce débat qui n'existe pas, ce sont ceux qui, au contraire, disent notre stratégie vis-à-vis de la Russie, c'est la défaite de la Russie en Ukraine. C'est-à-dire qu'elle quitte le Donbass, et qu'on négocie en position de force éventuellement sur la Crimée, parce qu'il faut être correct. Quand la Russie a avalé la Crimée en 2014, on a laissé faire, on n'a rien dit. Donc aujourd'hui, on a quand même peu d'arguments pour dire la Crimée appartient à l'Ukraine, il faut aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça, c'est la deuxième tendance, qui est la tendance, disons, plus locale, régionale, qui n'est pas la tendance radicale, qui est de dire il faut défaire la Russie en Ukraine, donc il faut aider un maximum, effectivement, les Ukrainiens pour bouter le russe hors du territoire, ce qui se pose effectivement un certain nombre de livraisons d'armes, pas forcément justement des armes qui soient capables de porter la guerre sur le territoire russe. C'est pour ça que moi, je trouve qu'on fait un faux débat aux Allemands sur l'affaire des missiles qu'ils ne veulent pas vendre pour l'instant, mais c'est une stratégie locale. Or, ce débat sur qu'est-ce qu'on veut vis-à-vis de la Russie, il n'existe pas. Il n'a pas lieu dans l'OTAN, ou alors dans des cercles tellement secrets que je les ignore, et il n'a pas lieu non plus sur la place publique. Du coup, quand le président, tout d'un coup, alors qu'il sort d'une réunion où il a convoqué les 27, et l'OTAN et d'autres institutions, où ils n'ont parlé que de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aider, faire plus, etc. Il sort en conférence de presse, où il n'a même pas eu l'idée entre les 27 de négocier des éléments de langage, c'est-à-dire une position agréée pour la conférence de presse. Il est sorti sur la conférence de presse, il n'y a eu aucune négociation entre les diplomates dans la salle ce jour-là, et donc il a sorti cette phrase « il faut aller jusqu'au bout » qui a absolument pris de court tout le monde. Ils en avaient parlé dans la réunion, effectivement. Ils en avaient parlé, il n'y avait pas de consensus, et donc il n'avait pas autorité pour dire, pour avancer cette phrase, qui veut dire que, juste un point, c'est vraiment dommage. On avait une possibilité de reprendre un leadership sur cette affaire ukrainienne, parce que les Américains sont de plus en plus absents, les Allemands sont dans un marasme, mais pas possible. On avait la possibilité de revenir en leadership pour essayer de penser une stratégie collective, et patatras, plus personne ne fait confiance à Emmanuel Macron, et donc je trouve que, au-delà du débat sur le fond, c'est une vraie erreur stratégique. François Bujon de l'Étang. Alors, le débat sur le fond
il n'a pas lieu, et il n'a pas lieu à l'occasion de cet incident, en réalité. Et puis, ce n'est pas un débat à avoir en public, de toute façon. Il y a beaucoup d'autres débats qui n'ont pas lieu. Le débat sur qu'est-ce que serait une défaite de la Russie n'a pas lieu, n'a pas eu lieu non plus, en réalité. On pourrait la définir. Le débat sur le but de guerre, d'une façon générale, n'a pas eu lieu. Il y a beaucoup de débats qui n'ont pas eu lieu. Et s'il y a effectivement une unité relative des alliés sur ce sujet, c'est aussi largement parce qu'on ne traite pas des vrais problèmes de fond. En tout cas, il ne faut pas les traiter, je crois, en public. Moi, je suis presque aussi sévère que Nicole. Je considère qu'en jetant son pavé dans la mare, M. Macron s'est montré plus disruptif que jamais. C'est un adjectif qu'il affectionne. Parce que tout ça arrivait à un moment particulièrement délicat. C'est un moment particulièrement délicat parce qu'on est à un tournant dans la guerre. Tout le monde peut le voir. Sur le plan militaire, on voit les Ukrainiens en difficulté avec la perte d'Avdiivka, avec l'échec de leur tentative de contre-offensive de cet été, et avec leur propre aveu qu'ils sont à court de munitions et qu'ils sont à court de ressources en hommes également. Mais on le bien parce que vous avez parlé, Nicole, de leadership, parce qu'il y a un manque de leadership complet parmi les soutiens de l'Ukraine. Les Américains ont autre chose en tête pour l'instant. Ils entrent dans une campagne électorale qui va les absorber. L'aide américaine à l'Ukraine a été prise en otage par M. Trump, dans des conditions d'ailleurs parfaitement choquantes, mais ça, on peut s'en désoler, mais on ne peut pas s'en étonner. Et on est en panne dans cette guerre, finalement. Alors, le pavé dans la mare de M. Macron, il est à la fois, à mes yeux, inattendu, maladroit et inopportun. Il était inattendu puisque personne dans cette conférence des donateurs, enfin on devrait dire des contributeurs, ne s'attendait à ce qu'au détour d'une conférence de presse, le président de la République fasse une déclaration sur les troupes au sol. C'est quelque chose qui était tout à fait inattendu puisque ça n'avait pas été vraiment concerté avec qui que ce soit, encore que l'Élysée dise aujourd'hui que M. Macron en avait parlé avec M. Scholz et également au téléphone avec M. Biden, mais je n'en suis pas tout à fait convaincu. Ça donne l'impression de ne pas avoir été vraiment réfléchi, en tout cas de ne pas avoir été préparé, et certainement de ne pas avoir été concerté. Donc c'est tout à fait surprenant. Mais c'est maladroit, parce que le terme de troupe au sol est un drapeau rouge, en réalité. On imagine tout de suite des divisions blindées ou des régiments défilant l'arme au poing. Or, on aurait pu parler de présence militaire. Par exemple, en Allemagne, le débat sur les taux russes, c'est parce que on ne peut utiliser des taux russes sur le terrain qu'en ayant des servants appropriés et parfaitement entraînés, ce qui supposerait une certaine présence militaire. Mais d'avoir quelques techniciens sur le terrain, il ne faut pas appeler ça des troupes au sol. Les troupes au sol, c'est quelque chose de beaucoup plus boots on the ground, comme disent les Américains. C'est quelque chose de beaucoup plus violent. Et donc le terme utilisé, à mon avis, était lui-même un chiffon rouge. Et inopportun, parce que cette déclaration a été faite à l'occasion d'une conférence des donateurs, dont le but principal était de montrer à Moscou qu'il y avait une unité parmi les gens qui étaient autour de la table. Or, en faisant une déclaration comme celle-là, qui a été rapidement critiquée par à peu près tous les partenaires importants, et qui a donné lieu à des démonstrations pour désolidariser de ce qu'a dit M. Macron, le message envoyé à Moscou est exactement l'inverse. C'est celui d'une cacophonie, et c'est celui d'alliés qui ne sont pas d'accord. Donc, je pense que c'était parfaitement mauvais. Alors, il faut être plus balancé que cela, j'imagine. Et il faut reconnaître que ceci était un épisode malheureux, mais c'est un épisode malheureusement assez caractéristique de la politique étrangère du président Macron, qui aime procéder à coups d'embardés, qui d'ailleurs ne sont pas toujours en succession et qui sont parfois en contradiction les unes avec les autres. Et puis qui est une diplomatie très bavarde. À faire trop de déclarations, on affaiblit évidemment la politique étrangère que l'on suit. Tout le monde se souvient dans le
le fameux film Amadeus de Joseph II critiquant Mozart en lui disant « il y a trop de notes », eh bien, dans notre politique étrangère, il y a trop de déclarations. Et ce n'est pas en faisant tous les jours ou tous les 2 jours qu'on peut faire véritablement avancer une politique étrangère. Alors, cette déclaration, par ailleurs assez malheureuse, a eu au moins un mérite, qui est celui de hausser le ton par rapport à M. Poutine. Parce qu'il est exact que la politique étrangère russe, au cours de ces dernières semaines, est devenue de plus en plus agressive, de plus en plus intolérante et de plus en plus menaçante. Et que M. Poutine ne se contente pas de faire des rodomontades nucléaires, qui sont déjà en soi tout à fait inacceptables, mais on voit bien la cyberguerre, l'attitude vis-à-vis de la Moldavie, les préparatifs peut-être pour une opération contre Odessa. Tout ceci montre bien que le degré d'agressivité de la Russie augmente. Et donc, il est utile, je crois, de lui tenir tête, au moins en haussant le ton d'une façon parallèle, pour montrer la détermination des amis de l'Ukraine à ne pas laisser tomber l'Ukraine et à contrecarrer les initiatives russes. Mais voilà, encore faudra-t-il pouvoir poursuivre sur ce ton, et il faut se méfier, bien entendu, des escalades verbales qui peuvent mener à des dérapages parfois, et dans une conjoncture qui est extrêmement dangereuse, parce qu'elle l'est sur le front ukrainien, mais comme je l'ai dit, elle l'est également sur le front moldave, et d'une façon générale sur le plan diplomatique. Donc, hausser le ton, c'est très bien, mais il faut encore avoir les moyens de mener la politique que l'on articule. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors un mot d'abord sur la question de la compétition qui empoisonne effectivement le débat franco-allemand en particulier sur la contribution respective des Français et des Allemands à l'aide de l'Ukraine. Je crois effectivement que la modestie relative de notre aide doit nous conduire à un certain type de communication qui n'est pas a priori celui que préfère le président Macron. Ça implique un petit peu d'humilité, un petit peu de réserve. Mais il faut voir d'abord les chiffres effectivement de l'Institut cité par... que tu as cité, c'est Marc-Olivier, sont effectivement contestables. Mais il est hors de question de nier que notre aide est très sensiblement inférieure à l'aide apportée par les Allemands. Elle ne l'est pas forcément en qualité. Ils donnent beaucoup de chars Léopard, de choses comme ça qui valent pas grand-chose, qui sont des matériels assez classiques. Nous, on donne précisément, ou on met à la disposition en tout cas, des matériels extrêmement sophistiqués, équivalents au Taurus que le chancelier allemand refuse de donner. Surtout, nous avons effectivement une situation budgétaire qui est difficile. Là, nous sommes victimes du syndrome de la cigale par rapport aux avantages de la fourmi allemande. Mais je crois qu'il faut aussi voir que nous sommes dans une configuration, et Marc-Olivier y a fait allusion, nous sommes dans une configuration stratégique qui ne facilite pas l'aide à l'Ukraine, parce que nos choix stratégiques militaire repose sur 2 priorités. La force nucléaire de dissuasion destinée à protéger le territoire national contre une agression étrangère, voulue par le général de Gaulle, et d'ailleurs préparée antérieurement par la 4e République, par Félix Gaillard, par exemple, qui, à la tête du CEA, avait fait les premiers choix dans ce sens. Et deuxièmement, pour le reste, une force de prompt avec des matériels très sophistiqués, le choix du porte-avions qui a été fait dans la prochaine loi de planification militaire confirme cette idée, des forces de projection destinées à intervenir, comme nous l'avons fait en Bosnie, en Afghanistan, en Afrique ou ailleurs. Et là, l'impasse, c'est les formes traditionnelles de la guerre. Or, la guerre qui se déroule en Ukraine, c'est un mixte de la guerre de 14 avec l'artillerie,
de la guerre de 39-45 avec les chars et une nuance de modernité avec les drones et la transparence du champ de bataille. Mais là, on est évidemment très vite à l'os pour nous et nous devons, et là, moi, j'ai regretté que la loi de programmation militaire, à partir du moment où elle ne faisait pas l'impasse. Et je comprends que les marins aient été opposés à ce qu'elle fasse l'impasse sur le porte-avions. L'armée de terre était évidemment favorable à l'idée de renforcer nos moyens militaires en Centre-Europe pour que nous puissions assumer les fonctions de nation cadre au sein de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN, sur le théâtre européen. Mais on a choisi de maintenir cette force de projection, ce que je comprends, mais ça impliquait qu'on aille plus loin dans l'engagement budgétaire. Or, on a fait un effort budgétaire important, mais il fallait faire un effort supplémentaire. Là, nous voyons bien les difficultés où nous sommes pour répondre à un besoin de sécurité continental précis, appelant des moyens particuliers. Alors évidemment, ça empoisonne les relations franco-allemandes, puisque les Allemands ont l'habitude de dire, et je crois que nous y prêtons souvent le flanc à cette critique, que les Français voyagent en première classe avec un billet de seconde. Alors, sur la déclaration de Macron elle-même, je crois que, d'abord, on ne peut pas nier que c'est un changement massif d'orientation par rapport aux orientations premières du quinquennat. C'est sur ça, d'ailleurs, que je suis plus indulgent que les intervenants précédents, parce que j'étais très réservé sur l'orientation, à mon avis, naïve, pour reprendre d'ailleurs une expression du chef de l'État, dans l'analyse que nous faisions du danger ou de l'absence de danger de Vladimir Poutine. Le président de la République avait, en conférence des ambassadeurs, je crois que c'était en 2019 ou 2018, je ne me rappelle plus, avait dénoncé la tendance du Quai d'Orsay à être un État profond. Ça voulait dire quoi? C'est une expression qu'on a souvent entendue prononcer par Védrine. Et l'état profond, ça voulait dire que le Quai d'Orsay, ça visait notamment des gens qui s'occupaient de la stratégie, le directeur général de la stratégie, que les gens du Quai d'Orsay n'avaient pas mesuré l'évolution positive de la pensée de Vladimir Poutine et n'avaient pas compris qu'en réalité, c'était devenu un interlocuteur avec lequel on devait ménager, qu'on avait reçu. L'état profond avait raison. Et on s'en est aperçu. Et là, on voit bien qu'il y a un changement massif sur plusieurs points. D'abord, on ne fait plus confiance. On cesse de dire qu'il ne faut pas humilier la Russie, ce qui était un terme vraiment... Moi, je protestais contre l'utilisation de cette expression, parce que c'était à la fois naïf et puis un peu arrogant, comme si on était sûr de gagner, comme si la Russie, comme on dit vulgairement, n'en avait pas sous le pied après ses premières déconvenues. Or, tous les experts nous disaient, les Russes ont été complètement nuls dans la première partie de la guerre, mais ils ont de la ressource. Ils ont de la ressource démographique, ils ont de la ressource budgétaire, ils ont de la ressource en termes d'alliance, ils ont de la ressource technologique, ils ont de la ressource énergétique. Donc, il ne faut pas croire que le rapport de force initial est fixé définitivement. Alors, on avait dit ça. Bon, maintenant, on dit il ne faut pas que l'Ukraine soit battue. Il ne faut pas que le peuple ukrainien perde cette guerre. C'est un changement important. On disait on aide l'Ukraine dans les limites de nos disponibilités. Et en termes de production, on est toujours très lent, très embarrassé, on n'arrive pas à donner à nos producteurs, à nos industriels, les garanties de long terme qui leur permettraient de s'engager dans des programmes audacieux. Et puis, résultat, maintenant on a changé. Le président a dit on achète sur étagère. C'est très important. On avait dit avec Nicole en décembre, on avait fait dans une des émissions, on avait dit à quel point nous étions choqués par la façon dont les Européens avaient botté en touche à fin décembre en disant « La grande affaire, c'est d'aider l'Ukraine à rentrer dans l'Union européenne en 2030. » Mais y aurait-il encore une Ukraine en 2030 ? Il fallait évidemment l'aider tout de suite. Là, le changement a été fait et il a été confirmé de façon très nette à Prague. Alors, ceci, je pourrais développer, mais je ne le ferai pas. Ce changement massif est évidemment un changement tout à fait déconcertant. Pourquoi ?
D'abord parce que le texte de la déclaration de Macron est démenti par le sous-texte. Le texte, en fait, c'est à peu près de dire l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. C'est quand il dit, la conférence a décidé qu'on n'envoyait pas de troupes à l'ordre du jour. Mais tout le sous-texte dit le contraire, dit c'est pas exclu, mais il dit pas si c'est pas exclu pour demain ou pour maintenant. Il parle de présence militaire assumée, ce qui indique l'idée qu'il pourrait y avoir une présence militaire non assumée. Et il donne vraiment le sentiment que c'est une option vers laquelle les gens pourraient, les Européens pourraient s'orienter, alors qu'évidemment la conférence n'était pas du tout sur cette ligne à ce moment-là. Le vrai message dans cette affaire aurait été de dire que, de toute manière, nous n'acceptions pas que l'Ukraine perde la guerre et que ça impliquerait, si le front devait être brisé, ça impliquerait effectivement une prise de responsabilité très importante. C'est d'ailleurs ce que dit, par exemple, le secrétaire à la Défense américain, Lloyd Austin, qui a dit si l'Ukraine si le front est enfoncé en Ukraine, l'OTAN sera nécessairement impliqué. Je ne sais pas s'il représente exactement la pensée du président Biden, mais en tout cas, il a fait cette déclaration et tout le monde en est conscient. Moi, je suis allé en Ukraine, en Suède avec le président, on ne parlait que de problèmes militaires. L'augmentation du budget militaire des Suédois est impressionnante et les réactions n'ont pas été toutes négatives. Le ministre des Affaires étrangères, Sikorski, qui est une personnalité très remarquable, qui n'a pas toujours été bien avec nous, c'est le moins qu'on puisse dire, a pris des positions très nettes en disant il faut se ranger aux côtés de Macron. On a dit que le président Zelensky avait dit le président Macron en fait trop. Moi, j'ai discuté avec l'ambassadeur d'Ukraine à Paris il y a 2 jours. Il m'a dit on est vraiment totalement sur cette ligne. La présidente moldave que j'ai rencontrée jeudi soir, la présidente moldave disait nous, tant que l'Ukraine tient, nous tenons. Mais si l'Ukraine s'effondre, la Moldavie est dans une situation de très très grande difficulté. Et de ce point de vue-là, nous saluons l'initiative française. Alors c'est ça. Le problème, c'est qu'elle est portée sur une situation, sur une chose très très difficile. Mais je conclus sur une chose. C'est que là où c'est nécessaire, c'est que le changement d'air qui avait été annoncé par Scholz, mais qui n'en tire aucune conséquence. On a dit que le président, moi j'avais dit à l'ambassadeur d'Allemagne, le précédent d'ailleurs, que nous avions, chacun avait un problème dans nos pays, que nous avions un président qui parlait trop et qu'eux avaient un chancelier qui parlait pas assez. Et ça l'avait fait sourire, ce qui est déjà un bon succès. En vérité, nous voyons bien que dans cette affaire, le changement d'air, et ça a été marqué, et là le résultat a été atteint, c'est que tout le monde comprend que nous sommes rentrés dans un monde totalement différent par rapport même à il y a 2 ans, où les responsabilités qui seront les nôtres, nous les saisirons ou nous ne les saisirons pas, ça on verra, mais les responsabilités sont là. Elles sont là parce que la situation, il suffit de lire notamment la BBC, le Financial Times, etc., la situation stratégique de l'Ukraine est extrêmement précaire. Nous ne pouvons pas exclure un effondrement dans les semaines ou dans les mois qui viennent du front ukrainien, ce qui créera une situation entièrement nouvelle, que la situation américaine est de plus en plus dégradée, même si je crois, François en sait certainement plus que moi là-dessus, mais je crois que Biden réussira à faire passer l'aide à l'Ukraine dans les semaines qui viennent, mais au-delà de ça, la probabilité de la victoire Trump s'accroît chaque jour, et là, nous sommes en face d'une situation qui fait penser à celle d'après la Première Guerre mondiale, où les Américains se dégagent et où, comme dirait Haro, nous sommes seuls. Et enfin, les Européens sont effectivement, notamment le couple franco-allemand, très profondément séparés. Et je suis critique de la position du chancelier, non pas, je ne le critique pas d'avoir dit qu'il n'était pas d'accord avec l'idée d'envoyer des troupes, mais je dis qu'il est tout à fait regrettable qu'il ait dit que jamais, à aucun moment, sous aucune forme et dans aucune circonstance, il n'enverrait de troupes. Car là, c'est un message clair. Quand on joue au poker, si on abandonne et on perd. C'est un message clair délivré à Poutine. Si vous gagnez, nous ne bougerons pas.
Et ça, c'est effectivement très regrettable. C'est d'ailleurs ce que les Polonais ont senti. Moi, j'ai une rencontre dans les jours qui viennent à Berlin en format Weimar avec Jean-Louis, je crois que l'ensemble de ton agenda nous impressionne, mais qu'il faut que... Je termine et je pense que dès que tu rencontreras le roi de Moldavie, tu nous fais signe. D'avoir une confrontation de parlementaires. Je ne prétends pas que nous fassions la politique de la France, loin de là, mais de parlementaires polonais, allemands et français. Là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé et à mon avis, il est salutaire. Il est salutaire que des gens aient dit, que quelqu'un ait dit que nous avions le choix, non pas entre l'honneur et la guerre, mais nous avions le choix entre la défaite par abstention et une victoire par détermination, par résolution. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a un bon usage, non pas des maladies, mais il y a un bon usage des interventions un peu excessives du président de la République. Nicole Niesotto. Oui, Jean-Louis, ce serait salutaire si effectivement on ouvrait ce débat. Si la déclaration du président de la République permettait aux Européens de se dire, bon, mais quelle est vraiment la menace? S'il y a menace russe, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Or, le problème, c'est que cette déclaration tellement imprévue du président de la République a amené un consensus pour fermer le débat. Ils ont tous dit, les Américains, le secrétaire général de l'OTAN, les Allemands, pour les prendre les trois grandes puissances, les Polonais, les Italiens, tout le monde a dit qu'il n'enverrait pas de troupes au sol. Même les Ukrainiens ont dit, on ne demande pas de troupes, on demande un soutien massif, mais on ne demande pas de troupes. Et même les Anglais, qui jusqu'à maintenant avaient l'air d'être en pointe dans l'aide à l'Ukraine, avaient pris le rôle vraiment de leadership pour la défense de l'Ukraine, même les Anglais ont freiné. Et hier, parce qu'ils sont des troupes, les Anglais. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on le dise. Ils ont des forces spéciales, ils n'ont pas de troupes. Oui, oui, mais il faut s'entendre sur ce qu'on dit. Ou alors sur le fait que l'expression troupe est très mauvaise. Ça. Mais le débat a lieu, Nicole. Non, le débat est engagé. Et les Anglais nous reprochent une chose, c'est d'avoir mis ça sur la table. Alors que les Anglais sont plutôt partisans de méthodes plus discrètes. David Cameron a fait une déclaration hier, je crois, en disant qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes au sol. Alors il a peut-être des élections électorales. Mais Jean-Louis, le débat, il n'existe que si tout le monde est prêt à l'avoir. Or, aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, il y a un débat qui va avoir lieu sur est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Moi, je suis sur le fond d'aller jusqu'au bout et dissuader Vladimir Poutine. Mais dire une phrase tellement maladroite, employer le mot troupe au sol et susciter l'inverse de ce qu'on voulait, je suis désolée, ça n'est pas salutaire, c'est au contraire totalement dommageable. Ce que je voudrais simplement dire, c'est vrai que tout change, on est à un tournant, à une charnière totale. On a un changement de la situation sur le terrain où les Ukrainiens sont effectivement dans une mauvaise posture. On a un changement possible aux États-Unis où les Américains risquent effectivement d'élire quelqu'un dont on ne sait pas s'il est dans la main de Poutine, mais enfin ça y ressemble. Et on a enfin un changement en France où on avait un président qui jusqu'à maintenant était quand même plutôt sur une ligne modérée, qui prend la tête d'une ligne radicale en disant il faut la défaite, non pas la victoire de l'Ukraine, mais la défaite de la Russie. Et donc on a ce changement qui est en train de se passer et c'était... Comment dire, l'objectif devrait être de faire du consensus entre Européens. On a l'inverse. Qu'est-ce que reprochent nos partenaires européens à Emmanuel Macron? Ils lui reprochent premièrement sa versatilité. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, Jean-Louis, il change tout le temps. Il avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, maintenant il faut la défaite. Il avait dit que s'il y avait une attaque nucléaire dans un des pays baltes, ça ne serait pas considéré par la France comme une atteinte à ses intérêts vitaux. Ensuite, il est revenu dessus. On lui reproche deuxièmement de faire cavalier seul, et c'est vrai. C'est exactement comme sur quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël, il a sorti cette idée d'une coalition internationale dont personne n'avait jamais entendu parler et qui était une erreur et qui ne se fera pas. Et enfin, on lui reproche ses erreurs. Et c'est ça, je crois, malheureusement, qui plombe la diplomatie française, c'est qu'il s'est trompé il y a quelques années quand il disait que l'OTAN était obsolète et il s'est trompé avec Mme Merkel dans la stratégie vis-à-vis de la Russie. Et je crois que ça plombe vraiment la possibilité pour la France de reprendre un leadership sur le débat. Et non, je crois que c'est quand même très grave ce qui s'est passé et on recule. François Pujon de l'État. Oui, le réquisitoire est présenté de façon très claire. Je pourrais y ajouter ou y souscrire, mais il faut voir ce
qu'il faut faire en réalité. Et il est exact que M. Macron a tendance à faire des déclarations et puis ensuite à se raviser ou à les corriger parce qu'il en fait trop. J'y reviens, parce qu'il parle trop. Mais il n'est pas le seul à en faire. M. Scholz a effectivement eu tort, Jean-Louis, de dire ce qu'il a dit, mais je me souviens que la veille du 24 février d'il y a 2 ans, c'est-à-dire de l'entrée des troupes russes en Ukraine, M. Biden avait dit qu'en aucun cas il n'enverrait de troupes au sol américaines. La veille, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de responsables, il y a beaucoup de gens qui sont inconséquents. Alors vous me demandez si M. Biden va réussir à faire voter l'aide militaire à l'Ukraine par le Congrès. Ça n'est pas impossible parce que Biden est un très bon manœuvrier avec le Congrès. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, c'est le moment de faire un peu le bilan de son mandat, qu'il a réussi à faire voter 3 textes de loi extrêmement difficiles de façon bipartisane. Je crois que personne d'autre que lui n'aurait réussi cela. Mais là, il se heurte à M. Trump qui a pris en otage l'aide à l'Ukraine pour mettre en exergue la défense de la frontière mexicaine. Et comme M. Biden est allé dans son sens et a durci le texte sur la frontière mexicaine, les républicains pourraient très bien voter cette aide. Elles ne le font pas parce que M. Trump ne veut pas donner un succès parlementaire à M. Biden au début d'une campagne électorale. C'est quand même une vraie politique de gribouille. Mais elle nous annonce ce que serait la présidence Trump 2, qui serait une catastrophe et qui a déjà déclaré d'ailleurs qu'il résoudrait l'affaire de l'Ukraine avec M. Poutine en 24 heures. Comme il avait déjà déclaré d'ailleurs dans son premier mandat qu'il résoudrait le problème de la prolifération nucléaire nord-coréenne en 24 heures avec M. Kim Jong-un. On a vu les résultats, c'est un échec total et il n'a rien à apporter dans ce domaine. Mais nous sommes dans une drôle de situation où on fait, alors je suis peut-être un diplomate à l'ancienne, j'aurais peut-être dû participer au congrès de Vienne beaucoup plus qu'à des épisodes récents, mais Massy à coup de déclarations qui sont caduques 3 jours plus tard, qu'on est amené à contredire, et les débats de fond importants sur l'envoi de troupes, etc., sur tel ou tel, l'usage de telle ou telle arme, ne doivent pas avoir lieu en public. Ils doivent avoir lieu, mais pas en public. C'est à peu près ce que l'on peut faire de pire en diplomatie. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais juste réagir sur 2 points. Je trouve que Nicole fait un tableau quand même un peu trop sombre. On ne peut pas parler de versatilité dans les discours du président. Il y a des inflexions différentes, mais il n'a pas inversé sa position à 180 degrés ou même à 90 degrés. Ce sont des inflexions qui n'ont pas déplu à tout le monde. Il n'y a pas eu une levée de bouclier contre. Jean-Louis a cité le ministre des Affaires étrangères polonais Sikorski, qui est une personnalité vraiment de très grande envergure, qui a dit qu'il était tout à fait d'accord. Et même la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui est une verte, a contredit en fait ce que disait Scholz. Norbert Röttgen, le porte-parole de la CDU. Donc, même ils sont en coalition en Allemagne, donc c'est toujours compliqué. Mais enfin, là, on a des partis qui sont au sein de la coalition qui disent pas exactement la même chose. Mais on est ici dans plutôt les connotations des déclarations que sur des contradictions flagrantes. Mais juste une seule chose, moi, je voulais attirer l'attention aussi sur la difficulté qu'ont les Européens, c'est que ce que disent les experts militaires, ce dont je ne suis pas, c'est que nous sommes dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que le front ne bouge pas, et donc on use les forces des 2 côtés, et on voit qui s'épuise en premier. Et le problème, c'est que les Russes ont, comme l'a dit Jean-Louis aussi, des ressources considérables, notamment démographiques, où la piétaille ne compte pas en Russie. Mais en fait, on ne sait pas exactement où sont les réserves européennes dans les autres pays. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? L'État, le chef d'état-major allemand avait dit au début de la guerre, on est à poil. Donc ça veut bien dire aussi que la difficulté à fournir des matériels à l'Ukraine est réelle de la part de tous les acteurs européens. Alors, avant de reprendre cette conversation avec les échanges avec le public, il nous reste le temps d'une intervention qui sera l'une des interventions brèves de Jean-Louis Bourlanges, en réponse et en écho à ce qui a été dit. Je me charge de la brièveté, charge-toi de... Oui, je crois que là où je suis
en décalage par rapport à ce que dit Nicole, c'est que je ne crois pas que le problème central soit celui de Macron. C'est un problème de politique. C'est vrai que Macron agace par ses déclarations à l'emporte-pièce. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'inopportunité de la déclaration sur la coalition. J'avais d'ailleurs dit au secrétaire général de l'Élysée, j'avais demandé si c'était un projet ou un lapsus. Mais ce n'est plus... La première semaine, tout le monde a réagi là-dessus. Et la seconde semaine, les gens réfléchissent et se disent « oui ». Le problème posé, pas celui de l'envoi des troupes, mais le problème de notre implication ultime dans cette guerre est posé. Et là, c'est ça le phénomène nouveau. Alors, évidemment, je ne parlerai pas de versatilité, je parlerai quand même d'un changement très profond, mais je suis démocrate et chrétien, même si je ne suis pas démocrate chrétien, et j'ai tendance à croire qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur repenti que pour 100 justes. Mais au-delà de ça, ce qui est posé, c'est où est le parti de la négociation, où est la possibilité de la négociation avec l'Ukraine. Poutine est engagé dans une partie qui va durer 3 ans, dont les enjeux sont d'abord l'enjeu militaire, casser le front ukrainien, et c'est ça qui nous oblige à réagir très vite, très fort, comme nous l'avons toujours demandé, et comme les Européens ont horriblement tardé à le faire. Deuxièmement, l'élection américaine, dont il attend ce que François Bujon-Letang vient d'exprimer. Et troisièmement, le dynamitage de toute la construction européenne par l'arrivée en France, car n'oubliez pas que l'Europe, c'est une création de la France. C'est pas une création imposée par la France, mais c'est une création conçue par la France. Et l'idée d'avoir un parti qui s'en prend systématiquement à toutes les formes d'organisation européenne qui ont été mises en place depuis 1950, les institutions, le budget, la majorité qualifiée, le choix des valeurs, les alliances géopolitiques, c'est un élément absolument central. Nous ne gagnerons qu'à condition d'être vaillants, ce qui veut dire de ne pas avoir une position néo-munichoise vis-à-vis de l'Ukraine, et à la condition d'être unis. Le Rassemblement national propose plutôt la compromission et certainement la désunion. Donc là, Poutine attend tout cela. En attendant, il n'a aucune raison de négocier. Ses buts sont très clairs. Il veut territorialement, il veut aller jusqu'à Odessa. Politiquement, il veut dénazifier, c'est-à-dire qu'il veut un régime à sa botte, et internationalement, il veut une Ukraine prétendue neutre, dont la garantie de sécurité soit assurée par l'armée russe. Tant qu'il n'aura pas ça, il continuera la guerre, car autrement, il considérerait qu'il l'a perdue, et effectivement, il l'aurait perdue. Donc c'est pourquoi nous sommes confrontés à un choix très lourd, et nos opinions publiques ne sont pas encore prêtes à cela, nulle part, enfin en tout cas pas en France. Ce qu'a révélé d'ailleurs la réaction obtenue par le président de la République. Donc voilà le véritable enjeu. La seconde semaine a révélé un paysage que nos polémiques et nos réflexions, nos critiques habituelles pour ou contre Macron avaient un peu occulté dans la première semaine. Et il faut dire qu'il avait facilité la chose en faisant une déclaration qui était vraiment très très difficile à traiter. Pour notre public de l'école alsacienne, la suite de la conversation dans quelques instants, et pour nos auditeurs, la suite de cette conversation mercredi prochain, mise en ligne mercredi à 11h. En attendant, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brefs, que j'ouvrirai en indiquant que, à la suite de l'arrêt du Conseil d'État concernant le respect des obligations de pluralité qui s'imposent à l'information audiovisuelle, il m'est revenu qu'il y a plusieurs années, la presse écrite et audiovisuelle avait créé des postes de médiateurs. Les citoyens étaient invités à saisir ces médiateurs lorsqu'ils constataient ou croyaient constater que ces obligations étaient méconnues ou violées. Cette vertueuse disposition, imitée des pays scandinaves et de leurs ombudsmen, ne me semble pas avoir connu l'avenir qu'elle promettait, et très rapidement, dans le plus grand nombre des cas, les médiateurs se sont transformés en éléments de la stratégie de communication de leurs organes de presse, chargés de dire que non, 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 tout va bien, et de mettre sous le tapis les protestations les plus vigoureuses et les mieux informées. La décision du Conseil d'État à laquelle je viens de faire référence a suscité de nombreux commentaires, soulignant le risque
d'une sorte de police de l'information qui serait exercée par l'ARCOM sous le contrôle de notre plus haute juridiction administrative. Je me demande si l'un des moyens d'éviter ce risque, l'autre risque étant que tout ça ne soit que beaucoup de bruit pour rien, si l'un des moyens d'éviter ce risque ne serait pas que chaque organe de presse accepte, mais cette fois-ci réellement, d'assurer lui-même la régulation des obligations de pluralisme et celle de la véracité de l'information, bref, que les médiateurs soient assurés de leur indépendance et qu'ils jouissent des moyens d'exercer leur mission. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous recommander un roman de Abdulrazak Gourna, Les vies d'après, publié chez De Noël. J'avais déjà eu l'occasion de parler de ce romancier né à Zanzibar et installé au Royaume-Uni, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2021. Ces romans sont maintenant progressivement traduits en français. Et donc ce dernier paru, qui s'appelle Les vies d'après, qui date de 2020, donc avant le prix, parle en fait de la Première Guerre mondiale vue depuis la côte est de l'Afrique, d'où est originaire ce romancier. Donc il parle de personnages qui sont pris dans les conflits coloniaux entre les Anglais et les Allemands, qui sont rivaux dans cette part de l'Afrique, entre la Deutsche Ostafrika et la British East Africa, et où les uns et les autres recrutent des troupes locales pour se faire la guerre. Les Anglais envoient des Indiens, les Allemands recrutent des troupes locales, et on voit vraiment, disons, cette histoire qui pour nous est l'histoire continentale, vue avec un regard complètement différent de quelqu'un pour qui l'océan Indien est un centre, un croisement, un carrefour de commerce entre les caravanes qui traversent le continent, les bateaux qui viennent d'Inde. Et donc c'est un renversement du regard qui montre la centralité de l'océan Indien et la centralité d'une certaine façon de l'Afrique de l'Est, qui est extrêmement passionnante. Oui, moi je voudrais prolonger un peu la réflexion de Philippe sur les problèmes posés par cet arrêt du Conseil d'État et par l'obligation de diversité. Je ne comprends absolument pas cette obligation de diversité. Je crois qu'elle s'applique tout à fait réellement aux services publics audiovisuels. Ce sont des organes qui appartiennent à la nation. La nation est composée d'un ensemble de familles spirituelles, politiques, culturelles, qui doivent trouver moyen de s'exprimer équitablement dans les organes qui appartiennent à la nation. Mais vraiment, pour les publications privées, je ne vois pas pourquoi on n'applique pas à l'audiovisuel les mêmes règles qu'à la presse écrite. Pourquoi voulez-vous que le bulletin du Vatican fasse droit à la propagande en faveur de l'athéisme des sociétés qui recommandent cette pratique? Dans tous les domaines, la diversité, je ne comprends pas qu'on pose en principe ce devoir de diversité. Et Philippe a raison de dire que l'obligation fondamentale, c'est la vérité, c'est le refus des informations fausses, c'est le refus de la diffamation, de la calomnie. Ça, oui, on doit être très vigilant, mais il est normal qu'une presse catholique soit catholique, qu'une presse communiste soit communiste, qu'une presse écologique soit écologique. C'est comme ça. Arrêtons d'avoir cette espèce de brouet, de bienséance de tous les domaines, dans les mœurs sexuelles, raciales, politique, etc., qui fait que plus personne ne comprend rien. Chacun doit pouvoir s'exprimer à la condition de ne pas dire de contre-vérité et de ne pas porter sur les gens des accusations qui sont mensongères. Voilà, distinguons, si nous voulons sauver la démocratie, distinguons la diversité à préserver et la vérité à exiger. Nicole Niesotto. Moi, je voudrais partager avec vous à la fois une déception et un plaisir à propos de ce livre, Les yeux de Mona, écrit par Thomas Schlesser, dont on nous dit que c'est le roman français qui a conquis le monde. Alors évidemment, je l'ai acheté et je l'ai lu et je suis d'abord déçue. Donc, Thomas Schlesser est un historien de l'art. Il est directeur de la Fondation Hartmann à Antibes. Il est professeur à Polytechnique. Il a inventé un cours que j'ai regardé sur MOOC sur les relations entre les sciences et les arts. Donc, c'est quelqu'un de très, très bien. Et donc, il a écrit ce roman qui est une
promenade, une lecture de 52 chefs-d'œuvre qui se trouvent à Paris, dans les 3 grands musées parisiens, le Louvre, le musée d'Orsay et Beaubourg. Alors la déception est immense parce que pour faire ça, il a choisi un argument, mais un prétexte absolument sans intérêt. C'est l'histoire d'un grand-père dont la petite fille va être aveugle. Alors il décide de lui faire connaître les œuvres avant qu'elle ne soit totalement aveugle, et on comprend que c'est une vague histoire d'inconscient, que la grand-mère est morte brutalement en lui donnant un pendentif, et que chaque fois qu'elle enlève le pendentif, elle devient aveugle, puis quand elle remet... Enfin, une histoire totalement abracadabrante, sans intérêt, absolument. Il faut sauter les pages, en plus pas très bien écrit, et en revanche, le plaisir, il est là quand même. Une recommandation. Ça comme s'appelle tel, quoi, j'ai pas entendu. une recommandation. Oui, parce qu'il y a du plaisir quand même. Et le plaisir, c'est le la plaisir description. de ne pas acheter et de ne pas lire ce livre. Oui, il faut sauter les pages. La description et l'histoire des 52 chefs-d'œuvre qui nous sont reportés ici. C'est évident que s'il avait fait 52 fiches, il n'aurait pas vendu 50 millions d'exemplaires. Mais là, avec ce roman, bon bref. Parce que ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est la description linéaire des tableaux. Parce qu'en principe, quand on voit un tableau, on le voit d'emblée. On a tout de suite un choc de couleurs et de formes. Et lui, il les décrit effectivement, donc phrase par phrase, mais avec un talent tel que, au fur et à mesure où la phrase s'écrit, on voit le tableau. Ça, je trouve que c'est un exploit vraiment très très fort. Et puis il y a l'histoire à la fois l'histoire officielle que l'on connaît un peu parfois, et puis l'histoire anecdotique de certains tableaux. Et on apprend des choses effectivement, et on a un autre regard donc sur ces chefs-d'œuvre. Donc vous pouvez le lire, mais alors sur simple demande de votre part, Nicole Nisotto vous donnera la numérotation des pages qu'il faut arracher du livre et qui ne sont pas nécessaires à lire. François Bujon de l'Étang. Alors moi je suis désolé, mais je vais vous ramener au sujet précédent par ma recommandation qui n'est pas un désengage, mais qui est une vraie recommandation. Je vous recommande le livre d'Elsa Vidal qui s'appelle « La fascination russe ». Elsa Vidal est une journaliste que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement pour la voir à la télévision. Elle est responsable du monde francophone et des émissions en direction du monde russophone, sur Radio France Internationale, sur RFI. Elle parle russe, elle y a vécu pendant quelque temps. Et elle a fait un excellent livre sur la fascination russe en France. C'est donc plus un livre sur la France qu'un livre sur la Russie. Mais elle analyse la politique française, c'est d'ailleurs le sous-titre de son livre, « Politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie ». Et elle entre davantage dans le détail en montrant au fil de son récit comment nous avons accumulé de fausses idées, des idées reçues, des erreurs de jugement, le mélange entre une fascination tout à fait justifiée pour la culture et la civilisation russe, mais d'admiration inconsidérée pour ses dirigeants, et beaucoup des nôtres, les uns après les autres, ont commis l'erreur de faire preuve de trop d'indulgence ou de trop de complaisance vis-à-vis de la Russie. Je pense notamment au président Sarkozy et à son premier ministre de l'époque, François Fillon, qui étaient à eux seuls un lobby pro-russe à Paris. Je pense au président Giscard d'Estaing, avec qui j'ai eu pour ma part dans le temps des discussions très animées, très controversées sur la Russie. Bref, je ne veux pas poursuivre plus longtemps, mais cette démonstration que nous avons été victimes d'un mirage et que nous avons cédé à la fascination de l'alliance de revers avec un pays qui serait un allié naturel de la France est extrêmement intéressant, extrêmement lucide et malheureusement fort utile dans une période où il faut revoir toutes nos idées reçues sur la Russie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui s'occupe du site, tandis qu'Olivier Magloire suit les questions liées aux plateformes. Je remercie Laurie Galligani et Christian Sori qui ont enregistré cette émission et qui vont la diffuser. Et je remercie évidemment l'École alsacienne de nous avoir accueillis et de nous accueillir encore le 7 avril prochain. Il n'y aura pas d'émission en public au mois de mai. Le théâtre dans lequel nous sommes sera voué aux performances musicales et théâtrales des élèves de l'école. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et pour avoir assisté à plusieurs nombreuses et de qualité, nous nous retrouverons ensuite en juin pour un dernier enregistrement en public de la saison. Merci à vous et à tout de suite pour les échanges avec le public.